Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle parenthèse scientifique. On est extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite heure. Et surtout qu'aujourd'hui on aborde un sujet un petit peu particulier. Je dirais pas un sujet secret, mais un sujet un petit peu caché. Et vous allez voir que finalement c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Alors je vous laisse un petit peu la surprise, mais pour ce sujet, on le voit, il y a énormément de conflits armés dans le monde en ce moment. C'est effectivement complètement d'actualité. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer sur ces conflits armés ? Évidemment des pertes humaines, mais également à côté de ça, des pertes environnementales. Alors pour nous en parler de ce coût environnemental de la guerre, nous avons la chance de recevoir Marie-Ange Skellekens, qui est docteur en droit, chercheuse associée au laboratoire LIENS, donc Littoral, Environnement et Société de La Rochelle, et qui est spécialiste de la question du coût environnemental de la guerre. Et pour animer cette émission, aujourd'hui avec moi, j'ai la chance d'avoir Julien. Bonjour tout le monde. Louise. Bonjour. Damien. Bonjour à toutes et tous. Pauline. Bonjour. Et Clément. Hello. Alors cette émission un petit peu spéciale, et vous allez voir, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Conflits armés, quels coûts environnementaux ? La parenthèse scientifique, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule. Et on commence par le coup de cœur, coup de gueule. Oui, alors aujourd'hui, c'est un coup de cœur collectif de la Fondation pour un site internet, ou plutôt pour une carte interactive. Alors elle s'appelle dansmoneau.fr et elle est proposée donc par deux associations que sont Génération Future et Data for Good. Donc ces deux associations sont parties du principe que les données sur la qualité de l'eau du robinet sont en règle générale difficiles d'accès, souvent complexes, et parfois même on ne sait pas trop où chercher. Donc cette carte, elle est inédite évidemment, elle est accessible à tous, et elle alerte sur la présence des principaux polluants chimiques dans l'eau du robinet en France, DOM-TOM compris. Donc ce sont ceux, comment ils les ont définis, c'est ceux avec le plus de données et les plus problématiques, c'est-à-dire avec le plus de référencement de dépassement des normes. Donc ils en ont défini 5, que sont les pesticides et leurs métabolites, c'est-à-dire les produits chimiques issus de la dégradation des pesticides. Après, il y a les plus connus PFAS, nitrates, perchlorates, et les CVM. Alors celui-là, je l'aime bien, c'est chlorure de vinyle monomère. Donc ça, c'est une substance chimique gazeuse qui est issue de la dégradation des canalisations en PVC qui ont beaucoup été installées dans les années 70 et 80. Et on en parle pas mal en ce moment parce qu'il y a eu des actions en justice contre l'État, intentées notamment dans le Loiret. Donc cette carte, elle a l'avantage de centraliser les données officielles du contrôle sanitaire, donc c'est des contrôles faits par les agences régionales de la santé, et elle est actualisée au fur et à mesure des résultats, environ une fois par mois. Elle renseigne, donc c'est là que ça se complique un petit peu, sur deux aspects différents, la conformité de l'eau par rapport aux limites de qualité réglementaire et sur le risque sanitaire défini par le ministère de la Santé ou le Haut Conseil pour la santé publique. Voilà, donc c'est un petit peu complexe, mais il en résulte sur la carte plusieurs couleurs qui vont du vert au rouge. Alors vous imaginez bien, évidemment le rouge, c'est pas très bon signe. Alors attention, évidemment, il faut prendre en compte que c'est une indication avant de se précipiter dans votre magasin favori pour acheter de l'eau en bouteille, avec les conséquences plutôt néfastes souvent que ça aussi. Il faut prendre le temps de bien se renseigner et décortiquer les différents calques. Oui, il y a plusieurs calques. Il faut bien lire aussi, c'est très bien fait le site, il y a plusieurs indications et explications. Il faut un petit peu prendre le temps de décortiquer tout ça. Moi, par exemple, bêtement, j'ai ouvert la carte, dans le moteur de recherche, j'ai tapé mon adresse, et là, je me suis retrouvé avec une indication, une zone jaune. Je ne savais pas trop quoi en faire et ça m'indiquait au moins un polluant quantifié sans dépassement des limites de qualité, substance quantifiée sans dépassement des limites, nitrate et une date de prélèvement. J'avoue que j'étais un peu dubitatif, je ne savais pas trop quoi en faire. Si vraiment je voulais aller plus loin, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des filtres où on pouvait voir le type de nitrate et la dose mesurée. Voilà, donc c'est à titre indicatif. Et derrière, il y a quand même un travail de recherche qu'on peut faire personnel. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est des données et des pollutions qui sont indiquées. Elles peuvent évoluer. Il y a déjà un delta entre les mesures et l'accessibilité des données dans les datas du gouvernement. Et après encore dans leur publication sur la carte.
Donc attention, il faut voir cela comme un outil d'information, aussi bien pour les citoyens que pour les collectivités, de manière directe et indirecte. C'est-à-dire qu'un citoyen peut prendre conscience des polluants qui sont près de chez lui, faire remonter l'information, pouvant obliger les collectivités à mettre en branle des actions correctives. Alors évidemment, il faudrait être plusieurs à faire remonter l'information. Donc à la Fondation, on a été assez agréablement surpris par cette application. Alors bien sûr, comme toute nouveauté, il faut le temps de la prise en main. Elle nécessitera probablement quelques ajustements pour être pleinement exploitable. Mais moi, je peux que vous encourager à aller sur le site et à vous en servir et à la diffuser autour de vous. C'est un outil citoyen, faites-en bon usage. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup Julien. Alors on vous retrouve tous pour cette carte et on en discute peut-être la prochaine fois. Alors conflits armés, quels coûts environnementaux ? De retour avec Marie-Ange Skelekens, docteur en droit, spécialiste de l'impact environnemental de la guerre, en particulier en Ukraine, que ce soit pour les dommages directs ou indirects. Alors Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va démarrer par un petit micro-trottoir pour voir ce que les citoyens de Valence en pensent de ce sujet. Si on vous dit impact de la guerre sur l'environnement, à quoi pensez-vous ? Qui est construction déjà, qu'il va falloir reconstruire, mais ça c'est épouvantable. De bien ne se rendre pas compte s'il y a la guerre, ce que ça peut créer. À voir. Je sais pas. Pollution, explosion et tout ce qui va être gaz, effet de serre et compagnie. Tchernobyl. Ah ben là c'est compliqué là. Franchement, je ne sais pas trop là. Par le mot destruction. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger l'environnement en temps de guerre ? Ne pas faire la guerre. Je sais pas, franchement. Ah ben il faut supprimer les guerres. Je sais pas, il faut y réfléchir à tout ça. Je peux pas vous le dire comme ça de but en blanc. Je sais pas. Je vois pas trop le lien entre l'écologie et la guerre. Aucune idée, malheureusement. Juste pas faire la guerre, c'est bien. La question elle est bonne celle-ci. Je sais pas du tout à vrai dire. Voilà, donc on voit bien, peut-être vous allez nous faire un petit retour, Marie-Ange. Voilà, on voit que c'est pas forcément quelque chose qui vient immédiatement dans la tête des gens, évidemment, lorsqu'on parle de la guerre, l'impact environnemental. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous raconter un petit peu comment vous en êtes venu à travailler sur cette thématique ? Je dirais un petit peu par hasard. En réalité, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai d'abord travaillé longtemps à Bruxelles dans un think tank européen qui était spécialisé dans la prévention des conflits. Donc, quand je me suis tournée vers le monde universitaire, j'ai voulu valoriser cette expérience pratique et l'intégrer dans un champ de recherche qui était en fait très très peu traité, c'est-à-dire les liens entre dégradation de l'environnement et enjeux de sécurité. Donc, c'était un peu le sujet de ma thèse au niveau des politiques européennes où j'ai défendu une approche intégrée de la prévention des conflits, c'est-à-dire une approche où les enjeux environnementaux seraient pleinement pris en compte. Et puis, quand la guerre en Ukraine a éclaté, donc j'ai élargi cette recherche avec une dimension complémentaire en me tournant plus spécifiquement vers donc l'impact environnemental des conflits armés. Et un sujet tout à fait d'actualité. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, de manière générale, quel type d'impact ou d'effet peut avoir la guerre du coup sur l'environnement ? On parlait peut-être d'effets directs ou indirects. Je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Tout à fait. Et ils sont nombreux et ils sont à la fois directs et indirects. Alors, les effets directs, bien sûr, sont les plus visibles. Une guerre, ce sont des armes, des munitions, des bombardements qui vont détruire des forêts, des bâtiments, des infrastructures énergétiques, des infrastructures industrielles, des dépôts de carburant. Pour vous donner une idée, en Ukraine, par exemple, du côté russe, on parle d'environ 300 000 bombardements et plus de 20 millions d'obus d'artillerie. Donc, automatiquement, tout ceci va libérer d'énormes quantités de polluants. Mais aussi, au niveau environnemental, vous allez avoir des effets auxquels on ne pense pas toujours. Par exemple, les bombardements de forêts, les incendies qu'ils provoquent, ça va non seulement détruire les habitats de nombreuses espèces, dans un pays, par exemple, je le rappelle, qui abrite 35% de la biodiversité européenne, dont près de 700 espèces qui sont sur la liste rouge de l'IUCN. Et donc, leurs territoires leurs habitats vont être détruits, mais aussi ces incendies vont détourner, par exemple, les trajectoires des oiseaux migrateurs, qui vont alors risquer de s'épuiser dans leur trajet. Vous avez aussi en Ukraine, c'était très visuel, on en a beaucoup vu à la télévision, les milliers de dauphins de la mer Noire qui s'échouent, morts, désorientés par les sonars des navires de guerre. Et ça, ce sont des effets que j'appelle directs, mais les effets indirects, eux, ils sont beaucoup plus insidieux. La guerre va désorganiser complètement les services environnementaux, c'est-à-dire, par exemple, le ramassage des déchets, le traitement des eaux usées. Ça va aussi encourager des pratiques de survie des populations civiles, comme l'abattage sauvage des arbres pour se chauffer ou le braconnage.
sans oublier les impacts climatiques qui ont été mentionnés dans les questions, les impacts climatiques du conflit, donc à la fois en termes d'émissions liées à la guerre, mais aussi en termes d'opportunités perdues, puisque toutes les politiques climatiques sont à l'arrêt. Et c'est assez préoccupant quand on sait que, par exemple, sur les 25 États qui sont jugés les plus vulnérables au changement climatique et les moins prêts à s'adapter, plus de 14 sont actuellement affectés par des conflits. Oui, c'est parce qu'effectivement, on imagine que c'est, on va dire, pas la priorité première. Non, d'appliquer les politiques environnementales en plein milieu. Après, là, vous parlez de conséquences plutôt à court terme, mais après, à moyen et long terme, notamment sur les différents milieux, que ce soit terrestres, dans le sol, aquatique ou aérien. Est-ce qu'à moyen et long terme, on observe en général dans les conflits armés des conséquences qui s'accentuent? Alors, ça dépend, il faut partir à deux niveaux différents. Alors, si on commence par exemple sur les milieux, les sols et les milieux aquatiques sont de loin les plus vulnérables parce qu'ils conservent la mémoire chimique du conflit. Alors, dans les sols, vont s'accumuler tout ce qui est métaux lourds, les résidus d'explosifs, les hydrocarbures. Et ce sont des pollutions qui sont très stables et qui vont durer des décennies, voire des siècles parfois. Pour ce qui est des rivières et les nappes souterraines, sous l'effet des pluies, en fait, les polluants qu'on trouve dans les sols vont être lessivés, ils vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques, ou alors ils vont être entraînés par ruissellement vers les rivières et les lacs. Et pour l'air, c'est quelque part le milieu qui est affecté au plus court terme par les fumées, les poussières toxiques, et c'est ces polluants qui vont ensuite retomber dans le sol. Donc en fait, on peut parler d'une contamination en cascade, avec des effets qui peuvent donc se perdurer des décennies. On commence d'abord à court terme les effets les plus visibles, la pollution de l'air, qui va pouvoir créer des maladies respiratoires, mais aussi des pénuries, des pertes agricoles pour la pollution des sols. À moyen terme, les nappes phréatiques sont contaminées, l'impact sur la biodiversité, vous allez avoir une diminution des récoltes. Et puis à long terme, vous avez vraiment une empreinte écologique de la guerre avec des métaux lourds, des hydrocarbures que vous retrouvez dans les sols pendant des décennies. Vous voyez au Vietnam, par exemple, on retrouve encore aujourd'hui des sols qui sont tout à fait impropres à la culture et plus proches de nous, ou plus loin dans le temps, mais plus proches de nous géographiquement. En France, vous voyez, la Première Guerre mondiale a laissé des traces qui sont encore visibles aujourd'hui. Vous vous souvenez sans doute de la zone rouge autour de Verdun, qui est toujours interdite d'accès à cause des métaux lourds, des obus, des produits chimiques de la Première Guerre mondiale. Et il y a une autre équipe de recherche, il me semble, qui travaille d'ailleurs sur les enfouissements de munitions qui avaient été faites par les Allemands à la fin de la guerre dans le sud de la France. Je crois que c'est dans le Gard. Et ils étudient effectivement cet effet des pollutions aux métaux lourds et éventuellement de la remédiation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... J'en ai entendu parler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'enfouissement, ça veut dire que ce sont des déchets, entre guillemets, qui peuvent mettre jusqu'à 2 à 3 siècles pour disparaître. Donc, ce sont vraiment des pollutions à long terme. Et voilà. Et vous trouvez, c'est ce type de pratique. Et la guerre, en général, va combiner presque toutes les sources de pollution possibles, qui sont concentrées dans un espace et un temps très court. Donc, ce sont des pollutions énormes. Et dans ce que vous avez dit, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'eau, la potabilisation de l'eau à court terme, et également à moyen. L'eau semble être impactée directement, donc pour les populations éventuellement sur le côté potabilité, et après avec toute la diffusion des polluants qui peut s'intégrer dans le milieu aquatique, dans les nappes. Puis est-ce que ça pose des problèmes sur là pour le coup tout au long du temps en direct et puis par la suite? Alors, les impacts sur la santé, vous voulez dire en général. Donc, oui, alors l'impact de la guerre sur l'environnement et son impact sur la santé humaine, c'est un grand sujet. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des maladies, donc tout ce qui est poussière, métaux lourds, gaz toxiques, ça peut provoquer des maladies respiratoires, ça c'est assez évident, assez court terme, des cancers à plus long terme, des troubles neurologiques, ça au niveau des maladies. Mais vous avez également la contamination des sols qui va entraîner une sorte d'accumulation de composants toxiques dans la chaîne alimentaire. Donc les plantes vont absorber les composants toxiques, les animaux vont les concentrer et puis les humains ils consomment les deux. Donc vous avez une contamination de la chaîne alimentaire. Et puis pour les soldats, c'est encore plus grave puisque eux sont soumis à une exposition extrême, à un cocktail de polluants qui est
énorme qui est aussi combiné à un stress extrême, et beaucoup vont être affectés par ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe, un nom tout à fait explicite en soi, qui mêle en fait fatigue, douleurs musculaires, troubles cognitifs, et puis en fait on peut aussi parler des effets à long terme, parce que les populations civiles vont devoir apprendre à vivre avec une eau impropre à la consommation, avec l'insécurité alimentaire, le stress post-traumatique, mais aussi des malformations congénitales. Parfois, par exemple, au Vietnam, il y a encore des enfants qui naissent actuellement avec des malformations congénitales dues à l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, donc des décennies après le conflit. Et là, vous parlez des soldats et des populations. Effectivement, on sait faire, et il y a des équipes qui travaillent sur ces impacts sur la santé humaine, surtout parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits. Donc, est-ce qu'on arrive à faire le lien un peu partout comme ça ? Alors, c'est assez complexe à faire comme recherche. En fait, l'impact environnemental d'une guerre, c'est assez complexe. Donc, vous devez d'abord faire le lien entre la guerre et ses effets. Et généralement, le propre de la guerre, c'est que c'est pas un milieu assez facile pour aller faire des recherches. C'est sûr. Vous n'envoyez pas des équipes de chercheurs en plein milieu c'est forcément d'un conflit de haute intensité. Oui, ça peut pas se faire sur le moment. Alors, il y a pendant... Non, ça peut pas se faire sur le moment. Alors, sur le moment, ce que vous pouvez faire, et ce qui est fait d'ailleurs, donc pendant la phase de ce qu'on appelle de haute intensité du conflit, où on peut pas aller sur le terrain, on va travailler grâce à des images satellites qui permettent d'avoir en temps réel, de suivre en temps réel les incendies, les destructions d'infrastructures ou les modifications du couvert végétal. Donc, ça vous donne déjà une information. Vous avez par exemple le ministère de l'Environnement ukrainien qui publie une carte en temps réel des impacts environnementaux. C'est très intéressant à regarder. Vous voyez vraiment, donc ça vous donne déjà une petite impression de où quels vont être vos terrains d'investigation plus tard. C'est aussi subventionné par l'Union européenne, par le programme satellitaire Copernicus, par exemple. Et puis ensuite, quand la situation le permet, alors ça peut être parce que la ligne de front s'est déplacée ou à la fin de la guerre, vous allez envoyer des équipes de terrain. Et ces équipes de terrain, elles vont être envoyées pour faire des prélèvements qui vont analyser la présence de particules toxiques, donc des prélèvements. Et ce sont très souvent des équipes pluridisciplinaires parce que, comme je vous l'ai dit, les polluants sont très variés par nature. Et vous avez donc des écologues, des chimistes, des géologues, mais vous avez aussi des juristes, parce que les juristes vont être là pour la dimension réparation des dommages, donc l'évaluation des dommages et la dimension réparation. Et ça, ce sont souvent, sur le terrain, ce sont souvent des ONG, comme CEOPS par exemple, ou PAX en Ukraine, ou alors des agences environnementales locales, avec le soutien de la justice locale, qui vont collecter ces premières données. Il y a vraiment un vrai travail de collecte avant que les laboratoires puissent les vérifier, les analyser, et puis ensuite, vous allez avoir un besoin de modélisation économique. Donc, c'est vraiment une science de terrain, mais aussi une science de preuve, qui va reposer sur la collecte d'éléments, l'analyse et la mise en cohérence de ces données environnementales. Mais le problème dans ces évaluations, dans ces recherches, c'est que les cancers qui vont se déclarer 20 ans plus tard ne sont pas toujours pris en compte. Oui, on ne peut pas forcément voir à l'avance quel impact au complet ça peut avoir, quoi. Voilà, c'est assez compliqué à évaluer. Et du coup, les prélèvements dont vous parlez, vous avez dit que ça s'était fait post-conflit, c'est ça ? Alors, post-conflit, parfois, je sais que par exemple en Ukraine, quand vous avez la ligne de front, s'est beaucoup déplacée entre le début de la guerre et maintenant. Donc, les zones qui ont été affectées au début du conflit et qui ont été plus ou moins libérées par la suite, ils ont déjà commencé à faire ces analyses. D'accord. Donc, mais c'est vrai qu'on n'envoie pas les équipes de recherche tant qu'il y a des soldats qui se battent sur le terrain. Et du coup, pour les financements, vous avez parlé de l'Union européenne au niveau des satellites. Et pour les chercheurs, qui les finance ? Alors, généralement, toutes ces recherches de terrain en zone de conflit sont financées par des montages financiers un peu complexes, des montages internationaux. Généralement, en partenariat, il y a rarement une seule organisation qui finance. D'accord. Le plus souvent, vous verrez intervenir le Programme des Nations Unies pour l'environnement ou, dépendant de la région, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui généralement finance les premières missions d'évaluation environnementale.
L'Union européenne soutient ce type d'enquête, comme je vous l'ai dit, à travers les programmes Copernicus, mais aussi Horizon Europe. Et vous avez beaucoup d'agences publiques françaises, allemandes, les pays nordiques qui sont très actives, qui vont soutenir ces recherches, et aussi les ONG. Mais généralement, ce sont des montages financiers en partenariat. C'est rarement un seul État ou une seule organisation qui finance l'ensemble de ces recherches. Merci. Et par rapport à ça, du coup, est-ce qu'il y a un lien aussi avec les armes qui sont utilisées, par exemple? Est-ce que vous pouvez faire un lien avec les armes qui étaient utilisées avant? Oui, bien sûr, la nature des armes va avoir un impact sur ce qu'on va retrouver dans les sols. Par exemple, vous avez les métaux lourds, donc vous allez retrouver du plomb, du cuivre, du zinc, du mercure, qui sont généralement issus des obus ou des blindages. Vous avez des résidus d'explosifs que vous allez trouver, parce que bien sûr, les missiles doivent exploser, donc le TNT ou du propergol. Vous allez retrouver des hydrocarbures, qui sont issus des carburants, et vous allez trouver des solvants. Les incendies vont émettre des particules fines, ou les moteurs militaires aussi d'ailleurs. Et puis, en cas de guerre, vous avez aussi la destruction d'usines chimiques, par exemple, ou d'infrastructures énergétiques, ou de dépôts de pétrole. Et là, vous avez un nouveau cocktail chimique qui va s'introduire dans les sols, comme par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont extrêmement persistants dans l'environnement. Vous pouvez aussi trouver de l'amiante quand certains bâtiments sont détruits. En Ukraine, par exemple, beaucoup de bâtiments contiennent de l'amiante. Dès qu'ils sont détruits, ces particules se retrouvent dans l'atmosphère. Et dans certains conflits, on peut même retrouver des polluants radioactifs parce que certains conflits, c'est le cas de l'Ukraine, c'était le cas dans les Balkans aussi, dans certains conflits, on utilise des munitions à l'uranium appauvri qui sont extrêmement efficaces pour percer les blindages, mais donc qui déposent un nouveau type de polluant. Ça fait la transition peut-être avec la prochaine question, et d'un point de vue stratégique, est-ce qu'on peut parler de l'environnement ou de sa destruction comme d'une arme de guerre? Je pense à Zaporijia par exemple, qui a été source de tension en début de la guerre en Ukraine. Oui, ou le barrage aussi. Ou le barrage, oui. Ou le barrage, exactement. Alors oui, tout à fait. Alors ce qui est un peu un paradoxe, c'est que l'environnement est à la fois une victime de la guerre et peut aussi être utilisé comme une arme de guerre. C'est une pratique qui est aussi ancienne que l'humanité, mais l'exemple le plus récent que vous avez cité, c'est effectivement l'explosion du barrage de Kakhovka, donc en juin 2023, qui est donc une explosion stratégique pour ralentir la progression de la contre-offensive ukrainienne, et c'était très efficace quelque part, mais ça a eu comme des conséquences environnementales désastreuses avec l'assèchement du réservoir en amont et puis des inondations énormes en aval qui ont mis en danger environ 48 zones naturelles protégées, et ceci uniquement pour obtenir un avantage militaire. Donc voilà, oui, c'est effectivement un des paradoxes les plus inquiétants des conflits contemporains, à la fois faire de l'environnement une victime et une arme de guerre. Merci beaucoup. On reste avec vous, Marie-Ange Skelekens. Vous avez choisi une chanson. Je ne sais pas si vous parlez ukrainien, si vous voulez le dire en ukrainien. Sinon, je parle modérément, c'est-à-dire que j'ai une compréhension un peu passive. Oui, c'est une chanson que j'ai choisie puisque c'est une chanson assez symbolique qui a été composée par un groupe ukrainien, donc justement au lendemain de l'explosion de ce barrage, et qui parle donc de la résilience des animaux et des habitants victimes de ces inondations et en quête de renaissance et de résilience face à des dévastations écologiques. En ukrainien, ça s'appelle le Yamayu Proitu Okean, ce qui veut dire je dois traverser l'océan. Et donc cette traversée de l'océan, ça symbolise cet espoir de résilience. Donc je trouvais cette chanson adaptée à votre émission. C'est beau. Eh bien, je dois traverser l'océan, Спів братів. А де тепер йти, куди повертати, дороги немає, у кого спитати, і серце болить на півкроку додому, якого нема, хоч адресу відомо. Вода омиває незгоєні рани, мені не закрити її шлюзи і крани, яке в тебе завтра, помого немає. В маленькому тілі страх серце стискає. І де впала віра, ти дай мені крила, я маю пройти океан. Як сталося, що просто людина таких завдала ран. І де впала віра, ти дай мені крила, я маю пройти океан.
Як сталося, що просто людина таких завдала ран. Океан, я маю пройти океан, я маю пройти, я маю пройти океан, я маю пройти океан, я маю пройти океан, я маю пройти, я маю пройти океан. Іде впала віра, ти дай мені крила, я маю пройти океан. Як сталося, що просто людина таких завдала ран. Іде впала віра, ти дай мені крила, я маю пройти океан. Як сталося, що просто людина таких завдала ран. Merci beaucoup, très belle émotion avec cette chanson. On parle du coût environnemental de la guerre. Vous êtes sur la parenthèse scientifique et nous sommes avec Marie-Ange Skellekens, docteur en droit, et qui nous parle du coût environnemental de la guerre. Nous venons de parler du coût environnemental lié à l'utilisation, bien sûr, de matériel armé. Madame Skellekens, est-ce que les armées, de façon générale, on va dire, sont aussi impliquées sur ces sujets ? Est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec vous ? Alors, je dirais oui, de plus en plus, même si ça reste encore un sujet sensible et qui est intégré un peu de manière inégale en fonction des pays. Oui. Parce qu'il faut se rendre compte que historiquement, les armées se concentrent plutôt sur la performance stratégique plus que sur l'empreinte écologique de leurs activités. C'est un peu le principe de l'exception militaire. Mais en fait, depuis une quinzaine d'années, on observe vraiment une nette évolution. En France, par exemple, vous avez eu l'adoption de la stratégie de défense durable qui a été renouvelée en 2024. Le plan ministériel de transition écologique pour les armées qui prévoit la réduction de la consommation énergétique, la gestion des déchets dangereux, par exemple. Mais vous avez aussi des projets de recherche sur des carburants alternatifs ou de logistique décarbonée. Au niveau de l'OTAN, cette question est aussi inscrite à l'agenda. Vous avez eu en 2021, je pense, l'adoption d'un plan d'action climat et sécurité, avec un objectif de neutralité carbone des forces de l'OTAN d'ici 2050. Donc c'est un objectif quand même relativement ambitieux. Et vous avez beaucoup de pays comme le Royaume-Uni ou le Canada qui commencent par exemple à publier leur bilan carbone, ce qui est une chose assez rare en pratique. Oui. Mais je dirais quand même, il faut rester lucide. Je pense que la guerre en Ukraine a vraiment fortement freiné cette dynamique. Oui. Parce que vous avez remarqué vous-même que les priorités sécuritaires stratégiques ont repris un peu le dessus. Absolument. Et donc, ça a mis un peu de côté les ambitions environnementales dont je viens de vous parler. Et puis c'est peut-être quelque chose qui est facile, entre guillemets, à faire en temps de paix, quand on gère son armée, mais quand on rentre en conflit, ça devient peut-être secondaire aussi. D'une manière générale, je dirais les questions environnementales sont généralement considérées comme ce qu'on appelle des questions de luxe. Oui. C'est un peu quand tout va bien, on pense à l'environnement. Pour revenir un peu sur le côté recherche, est-ce que vous êtes nombreuses et nombreux à travailler sur ces sujets-là, en termes d'équipe de recherche, par exemple, au niveau français ou européen ? Alors, c'est, comme vous avez sans doute pu le remarquer par vous-même, non, nous sommes très peu nombreux. C'est vraiment un champ d'études émergent. Mais par contre, d'une manière générale, je dois dire qu'au niveau international, il y a une vraie prise de conscience sur les effets à long terme des impacts environnementaux des guerres. Donc, il y a un intérêt scientifique global qui commence à se développer, surtout dans le monde anglo-saxon. Mais en France, ça ne se traduit pas encore vraiment concrètement dans les priorités de recherche. Pour plusieurs raisons qui m'amènent
pas le temps de développer ici, mais ça commence. Mais c'est le problème de ces questions, c'est que ce sont par nature des questions interdisciplinaires. Et les recherches interdisciplinaires sont vraiment très difficiles à mettre en œuvre dans un contexte français à l'heure actuelle. On le voit, tout est intégré. Et donc, on a regardé un petit peu, même si on n'est pas spécialiste, on a vu que, par exemple, la Cour pénale internationale considère comme un crime de guerre le fait de causer des dommages étendus et graves à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, justement, les textes de loi? Qu'est-ce qui encadre peut-être, je ne sais pas si on peut les appeler des écocides, mais en tout cas les impacts liés à la guerre faits sur l'environnement? Alors, c'est là vous mélangez deux questions juridiques. C'est très bien qu'on vous ait posé la question. Je juriste ou s'insurge. Donc, je vais reséparer vos questions. Donc, d'abord, qu'est-ce que dit le droit international sur l'impact environnemental des guerres? Et ensuite, l'écocide, c'est un peu une question à part. Alors, sur le droit international en général, sur la guerre et l'environnement, je veux dire, pendant longtemps, le droit international n'a rien dit du tout. En fait, il y avait totale liberté lorsqu'on menait une guerre, jusqu'à ce qu'on arrive un peu aux dérives de la guerre du Vietnam, avec en particulier l'utilisation de l'agent orange, mais aussi avec la guerre géophysique, l'ensemencement des nuages et autres, qui ont un peu alerté la communauté internationale. Donc là, il y a eu coup sur coup l'adoption de deux conventions importantes. D'abord en 1976, la convention ENMOD, qui va interdire d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Donc là, il s'agit là d'interdire la guerre géophysique. Par exemple, comme je vous disais, l'ensemencement des nuages pour provoquer des inondations. Puis l'année suivante, vous allez avoir le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève, qui va interdire en temps de guerre les attaques causant des dommages étendus, durables et graves à l'environnement. Et plus récemment, le statut de Rome, donc le statut de Rome qui établit la Cour pénale internationale et qui va, lui, qualifier de crime de guerre les dommages graves, durables et étendus à l'environnement, en ajoutant deux autres conditions dont je vais vous parler. Oui. Alors, le problème, c'est que ces dispositions sont rarement appliquées. Elles existent, c'est leur mérite, mais elles sont rarement appliquées pour plusieurs raisons. D'abord, ça tient à la nature du droit international, qui en général, pour simplifier, ne s'applique que si vous le voulez bien. Vous voyez bien que c'est très aisé pour un État de se retirer d'une convention qui le dérange. Oui. Les États-Unis. Pas du tout. Je ne vois pas ce que vous personne, mais vous Ensuite, ça tient aussi à la faiblesse de ces dispositions dans leur contenu, parce que on parle, par exemple, vous l'avez mentionné vous-même, les dommages étendus, durables et graves. Mais ces critères sont, pas définis. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? 2, ils sont cumulatifs. Et 3, dans le statut de Rome, on y ajoute même des critères d'intentionnalité. Il faut prouver l'intentionnalité de détruire l'environnement. D'accord. Évident. Et de proportionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du barrage de Kakhovka, on pourrait dire, d'accord, c'est très grave, c'est une attaque grave, éventuellement même étendue, durable et grave. Ça pourrait peut-être être prouvé, peut-être même intentionnel, mais ça a permis de limiter, de freiner la contre-offensive ukrainienne. Donc finalement, c'est un avantage militaire important. Donc la proportionnalité pourrait peut-être être respectée. Donc en pratique, ces dispositions sont quasiment inapplicables. Et puis le dernier problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable mécanisme de sanction. J'allais vous demander du coup si par exemple il y a un événement ou quelque chose qui est considéré comme un crime de guerre, comme vous disiez, est-ce qu'il y a derrière des sanctions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu vraiment par ces statuts ou ces là, c'est pareil. Il faut toujours, je sais que c'est un sujet très compliqué, mais il faudra séparer par exemple, la Cour pénale internationale ne peut juger que des individus. Ok. Le protocole additionnel de Genève, la convention ENMOD s'adresse aux États. Donc là, il faut faire différencier. Et donc, pour les États, les mécanismes de sanctions vont passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, quand il y en a. Et si vous êtes membre permanent, vous mettez un veto, il n'y a pas de sanction. Donc, d'accord. Et pour donc compléter votre réponse, donc votre question sur l'écocide. Oui. On a bien compris qu'on sépare, on redit aux auditeurs, on sépare les deux questions. Voilà, je sépare l'écocide. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, l'écocide n'est pas encore reconnu au niveau du droit international.
L'écocide, ce qu'il caractérise, on a des définitions, hein, ce qu'il caractérise, c'est un caractère systématique, durable, massif et irrémédiable des destructions environnementales. C'est-à-dire en fait qu'on atteint un seuil où il n'y a plus de possibilité de remplacement. Donc quelque part, oui, par exemple, au niveau de la guerre en Ukraine, on pourrait parler d'écocide, on peut en parler. Mais alors juridiquement, c'est différent, c'est une autre question, parce que c'est un concept qui est reconnu par certains droits nationaux, d'ailleurs les droits russes et ukrainiens, par exemple, dans certaines mesures par l'Union européenne aussi, mais donc pas par le droit international, donc on ne peut pas l'invoquer actuellement dans le cadre d'un conflit international. Il y a eu des tentatives de la part de juristes internationaux, vous en avez sans doute entendu parler, via la fondation Stop Écocide, de faire introduire ce crime d'écocide dans le statut de Rome. C'est là où le début de votre question. Oui. Au titre de 5e crime international. Donc aux côtés du crime de génocide, de crime contre l'humanité, crime de guerre, crime d'agression. Mais bon, dans le contexte actuel, je pense que cette démarche reste encore très théorique et a peu de chances d'aboutir. Et pour l'instant, de toute façon, du coup, il y a peu ou peu de conséquences derrière, quoi. Non, il y a très peu de conséquences derrière. Alors on essaye de réformer le droit international, mais l'avantage des conflits actuels, c'est que je pense que ça a fait prendre conscience de la communauté internationale de la faiblesse des structures juridiques internationales actuelles. Donc on est en train de repenser ce système international, mais ça va prendre des années. Et je dirais que l'époque... Via vos recherches, vous pouvez contribuer à faire remonter des volontés d'entrer dans les textes de loi. C'est justement les responsabilités des dommages, les crimes contre l'environnement. Mais les volontés existent. C'est beaucoup de recherches, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ONG, beaucoup de militants, d'autres font remonter ces nécessités de réforme du droit international. Mais ce ne sont pas les chercheurs qui réforment le droit international, ça doit être appliqué par les États, accepté par les États, c'est ça le problème. C'est-à-dire les idées, elles existent. Je veux dire, il y a des recherches très, très approfondies qui ont été menées. Ma question derrière, c'était peut-être est-ce que vous êtes dans des groupes de travail justement au niveau européen ou même au niveau mondial sur ces sujets-là? Parce que des fois, ça se fait également avec des chercheurs dans les consortiums. Alors oui, non, il n'y a pas vraiment de consortium, moi je n'en fais pas partie particulièrement, mais je veux dire, on est souvent sollicité pour des avis d'expertise ou mais par exemple, au niveau du droit international, la problématique, c'est que c'est en fait une définition d'un droit qui est très politique. Oui. Et pour obtenir l'accord de tous les États, de la majorité des États, vous êtes obligé de rester dans des clauses, dans un contenu juridique qui reste assez flou, assez vague, pour que tout le monde y adhère. Du moment que vous devenez très précis, et c'est assez... vous perdez des gens en route, vous voyez. Ouais, c'est le problème des gros rouages, des grosses machines, quoi. Voilà, ce sont des grosses machines qui vont en fait s'intégrer, qui vont essayer d'accorder la communauté internationale sur des grands principes. Comme les principes qui ont été adoptés par la Commission du droit international. Là aussi, j'ai contribué à cette réflexion. Mais ce sont des principes directeurs. Vous voyez, ça n'a pas de conséquences au quotidien, mais c'est important que la communauté internationale s'accorde sur des principes directeurs de protection de l'environnement en cas de conflit armé. Merci. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, là c'est juste une question par rapport à notre actualité où on parle beaucoup de santé unique, donc du lien entre la santé de l'environnement, la santé humaine et la santé animale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi en ce moment au niveau européen et international sur ces sujets pour montrer qu'il y a vraiment un lien fort. Est-ce qu'on pourrait imaginer une entrée qui serait plus une entrée santé et non plus spécifiquement une entrée environnement ? Oui, mais la guerre et la santé... Oui, bien sûr, j'imagine. Je comprends que les deux soient... Oui, pas la guerre, c'est pas très bon à la santé, c'est pas un exercice très bon à la santé en général. Oui, je comprends. Oui, je pense que puisqu'on repense de manière générale le fonctionnement de la gouvernance internationale, je crois que toutes les portes d'entrée sont bonnes. Il ne faut pas se limiter à une porte d'entrée. C'est un peu l'erreur qu'on a fait pendant des années, c'est de gérer les problèmes de manière bilatérale. Oui, c'est ça.
où les problèmes sont divers, multiples. Donc, l'apport santé est aussi valide que l'apport environnemental, mais je crois qu'il faut toutes les utiliser en même temps. Oui. On ne peut pas se focaliser sur une seule approche. Peut-être par rapport à ça, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'il nous reste 2 minutes, qui porte la responsabilité ensuite de ces dommages environnementaux après-guerre ? Alors oui, après-guerre, généralement, normalement, juridiquement, c'est l'État agresseur qui est censé réparer. Alors, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans les faits, les guerres vont laisser des territoires complètement exsangues, souvent des responsabilités floues, et puis le plus grave, c'est que généralement, dans la plupart du temps, pour obtenir un accord de paix, on va très souvent passer sous silence la question des réparations, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, quelque part, si on a un accord de paix, on est content. Oui. Donc, la plupart du temps, ce seront les ONG, les programmes internationaux qui vont donc assurer cette remédiation en finançant soit des programmes de dépollution, des programmes de déminage ou des programmes de restauration écologique. Mais en droit pur, c'est l'État agresseur qui devrait réparer les dommages environnementaux. D'ailleurs, on a toutes ces discussions sur les avoirs gelés de la Russie, par exemple, pour le cas ukrainien. C'est aussi une discussion compliquée. Est-ce qu'on arrive à évaluer justement ce coût environnemental finalement de la guerre ? Alors, le coût environnemental, c'est assez compliqué à évaluer, puisque vous avez donc, comme je dis, il faut d'abord faire des analyses de terrain, il faut donc les prélèvements, analyser, puis ensuite c'est un système de modélisation économique, c'est-à-dire combien coûte le reboisement d'une forêt ou la restauration d'un sol. C'est assez compliqué, mais les modèles existent quelque part. L'important, c'est de garder une certaine rigueur, puisque dans la modélisation économique, généralement, vous avez aussi cette question qui reste en tête, cette question des réparations. Donc, il ne faut pas non plus surévaluer. En même temps, vous avez un problème aussi, je dirais, purement technique, c'est-à-dire comment évaluer le coût écologique sur 20 ans. Au moment où vous faites votre évaluation, donc vous avez bien sûr des systèmes de modélisation, mais vous ne savez pas s'il va être possible de régénérer votre forêt en 10 ans ou si les impacts sur la santé seront plus limités ou plus graves. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont peu sûrs et on n'évalue jamais parfaitement. De façon juste. C'est impossible d'avoir, c'est pas une science mathématique. C'est un véritable problème, l'évaluation du dommage environnemental. Bien, merci beaucoup, Madame Skelekens. Malheureusement, on en restera là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se rend bien compte que le coût environnemental de la guerre, c'est un véritable sujet. Et c'est vrai qu'on aurait envie de rester avec vous plus longtemps, mais on vous réinvitera peut-être. Merci en tout cas. Et puis, on passe à la tordue, la guerre. Ces machines de guerre, des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, prêtes à rougir, la terre, congénère contre con, génère une rime en on. Prévert nous l'a pourtant bien dit, quelle connerie, la guerre, sournoiserie nucléaire, sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeurs panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière, 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel. C'est moi le plus fort nananaire. Quel pâté on vous a mis, des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la der des der, avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant des traités aux petits oignons.
après avoir saigné à blanc, se partagent terre et pognon, trace des frontières bidons. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambourin sous-fifre et tire-lire. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 3. À 4 on tire dans le tas. Croupissent ces machines de guerre dans les hangars de la mémoire. Basta, cessons de croiser le fer. Plus de boucherie, plus d'abattoir. Maintenant on va baisser le store. Laissez la connerie au vestiaire. Y a plus d'amateurs pour ce sport. Plus personne sous les bannières. Pourquoi pas la belle utopie? Faites un bilan professionnel, une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle. Engagez-vous dans le parti qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux. Faites tourner le calumet et foutez-nous la paix. Et on passe à la mise en lumière d'un programme de recherche avec Damien. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler du plan national de santé-environnement, après vous avoir parlé le mois dernier du plan Éco-Phyto, donc qui est un peu en lien, puisqu'il s'agissait pour le plan Éco-Phyto de réduire l'usage massif de pesticides, et là on va voir en quoi le plan national santé-environnement a pour objectif de diminuer aussi certains polluants. Alors un peu de contexte tout d'abord, en 2023, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estimait que 14% de la mortalité en France est due à des causes environnementales. À titre de comparaison, en Europe, ce chiffre s'élève à 20%. Donc dans ce contexte, je disais, le plan national santé-environnement, le PNSE, est un document qui définit la stratégie nationale visant à prévenir les risques pour la santé humaine liés aux facteurs environnementaux. Il a pour ambition, sur le papier, de prendre en compte les effets sur la santé humaine des agents chimiques, biologiques et physiques. Donc quand je dis physique, j'entends le bruit, les ondes, etc., présents dans différents milieux de vie, y compris le milieu du travail, ainsi que les effets des événements météorologiques extrêmes, amplifié bien sûr par le changement climatique. Donc ce plan a débuté dans les années 2000 suite au Grenelle de l'environnement et est renouvelé tous les 5 ans. De manière générale, il est copiloté par les ministères chargés de la santé et de la transition écologique en lien avec différentes agences et instituts environnementaux tels que l'ANSES, Santé publique France ou encore l'INERIS. Au niveau de son application maintenant, donc là c'était vraiment les organismes et les acteurs, le PNSE se concrétise sur le territoire avec des plans régionaux santé-environnement, ça c'est une nouveauté du PNSE 4, et le projet régional de santé, PRS, qui prévoit des dispositions nécessaires à la mise en œuvre du PNSE pour ce qui relève de la compétence des agences régionales de santé. Donc en gros, il faut retenir que le texte au niveau national se décline au niveau des régions avec des actions concrètes menées en local. Actuellement, nous en sommes au PNSE 4, donc qui court encore jusqu'à début 2026 normalement, qui est fortement influencé par la crise sanitaire du Covid, puisqu'elle a débuté en 2021, en s'inscrivant dans une approche One Health, contrairement aux précédents plans nationaux santé-environnement. Il est également structuré et influencé par le Pacte vert pour l'Europe, appelé Green Deal, dont l'objectif est de garantir des écosystèmes et un cadre de vie sain aux Européens. Donc plus précisément, on va s'intéresser aux 4 objectifs ou axes de ce PNSE 4 avec un petit focus sur la recherche.
Le premier axe, c'est s'informer, former et informer sur l'état de mon environnement et les gestes à adopter pour notre santé et celle des écosystèmes. Donc dans cet axe, le PNSE soutient par exemple la recherche participative et la science citoyenne. Donc on a un deuxième axe qui est de réduire les expositions. Donc là, c'est ce qui va être un peu en lien avec la recherche également. Les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes sur l'ensemble du territoire. Ensuite, impliquer davantage les collectivités pour que la santé environnementale se décline dans les territoires. Donc c'est ce que j'ai appelé la déclinaison régionale tout à l'heure. Et enfin, donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'axe numéro 4 qui est axé recherche. Il s'agit là de mieux connaître les expositions tout au long de la vie et de comprendre les effets des pollutions de l'environnement sur la santé des populations et des écosystèmes. Donc dans cet axe 4 et dans le PNSE 4, le nouveau plan, la notion d'exposome, dont on a déjà parlé dans cette émission, est centrale dans cet axe et l'une des actions vise d'ailleurs à structurer la recherche en France sur l'exposome. Il y a également la notion d'écotoxicologie qui émerge en termes de recherche dans cet axe et dans ce PNSE 4. Et un autre exemple d'action est par exemple l'identification des substances dangereuses dans l'alimentation ou les objets du quotidien, c'est-à-dire ce à quoi on est exposé directement. Enfin, cet axe 4 de recherche a pour ambition de créer le Green Data for Health au niveau européen afin de faciliter l'accès aux données environnementales pour pallier les difficultés d'estimer les impacts sanitaires des substances chimiques et des facteurs physiques. Donc je rappelle, bruit, ondes, radioactivité, etc., qui sont disséminés dans l'environnement. Cette action vise à disposer d'un espace commun de partage des données environnementales pour la santé et faciliter la recherche. En termes de budget, c'est à peu près 177 millions d'euros pour 5 ans pour ce PNSE 4. Cependant, ce plan peine à convaincre certaines ONG, dont Génération Future, France Nature Environnement et le réseau Environnement Santé, par son manque de mesures concrètes ou encore d'argent dédié à la prévention notamment. En effet, donc la prévention représentait seulement 1% du budget total de la santé en 2021, ce qui est très peu. Les ONG regrettent également que ce PNSE attache autant d'importance à la modification des comportements individuels, alors que le levier de réglementation semblerait le plus efficace. Voilà pour cette petite aperçu du PNSE 4. Merci beaucoup Damien. On rappelle que One Health, c'est une santé unique et que dans le cadre de ce PNSE 4, la Fondation a bénéficié d'un partenariat avec la DREAL pour monter une conférence-spectacle ou un concert-spectacle dédié à la compréhension du lien entre toutes choses et de ce que c'est que ce concept, on va dire, de santé unique. Merci. On passe au cabinet des curiosités. Le cabinet des curiosités. Aujourd'hui, je vous parle d'un drôle d'oiseau. Son plumage noir et son cri rauque ont participé à lui forger une mauvaise réputation, celui d'oiseau de mauvais augure. Or, ça peut être tout le contraire, ou pas. Aujourd'hui, je vous parle bien du corbeau. Et autant vous dire qu'ils n'ont pas la cote, ces oiseaux, puisqu'ils sont considérés comme nuisibles. Quand bien même, en tant que charognards, ils ont une utilité importante pour éviter la transmission de maladies. Mais ça, c'est quand leur habitat naturel n'est pas chamboulé par les humains. En gros, on leur reproche d'avoir appris à vivre avec les humains. Et je dis bien appris, parce que malgré leur cerveau de la taille d'une noix, les corbeaux contredisent toutes les expressions qui sous-entendent que les oiseaux sont un peu neuneux. En effet, des études ont montré qu'ils sont capables de résoudre des problèmes complexes et que pour cela, ils peuvent fabriquer et utiliser des outils. Évidemment, n'espérez pas trouver la disqueuse dont vous avez besoin pour vos prochains travaux dans un nid de corbeau. C'est pas un bricot-débo non plus. Mais ils sont capables, avec des brindilles, de créer des petits crochets qu'ils utiliseront pour récupérer de la nourriture. Le piaf arrive quand même à être plus habile avec son bec et 2 pattes sans pouces opposables que moi avec mes 2 mains. Franchement, chapeau. Mais ce n'est pas tout. Ils sont également dotés d'une mémoire impressionnante. Des études ont montré qu'ils sont capables de reconnaître les visages humains et de s'en rappeler pendant des années. Alors que concrètement, pour nous, rien ne ressemble plus à un corbeau qu'à un corbeau. Pour être honnête, la plupart d'entre nous, dont moi, n'est pas même foutu de faire la différence entre les corbeaux et d'autres espèces de corvidés. D'ailleurs, en France, le thème corbeau englobe souvent plusieurs espèces dont les corbeaux, les vrais, mais aussi les corneilles, les choucas, etc. Ça veut tout dire. Mais comment sait-on que les corbeaux sont physionomistes ? Eh bien, parce que des chercheurs américains ont fait une expérience qui consistait à leur voler dans les plumes. Plus concrètement, ils ont capturé et attaché les pattes de quelques corbeaux avant, bien sûr, de les relâcher sans les avoir blessés, mais en les ayant tout de même bien saoulés. Et ils ont fait cela à plusieurs endroits sur le campus de l'université de Washington à Seattle, en portant à chaque fois le même masque. Ils se sont ensuite promenés régulièrement avec ce masque aux endroits où ils avaient capturé les corbeaux. À chaque sortie, ils se sont fait croisser dessus et harcelés par les corbeaux. Et 17 ans après, le piégeage, c'était toujours le cas.
Les corbeaux sont donc physionomistes et rancuniers, très rancuniers même. Mais plus étonnant encore, ce n'étaient pas seulement ceux qui avaient été capturés, qui étaient une dizaine sur chaque site à peu près, qui réagissaient, puisque ce petit manège a, comme on l'a dit, non seulement perduré, mais s'est carrément amplifié. 2 semaines après l'épisode de capture par les chercheurs masqués, le nombre de corbeaux qui croissaient en voyant le masque dans les zones de piégeage était de 26%, sachant qu'ils étaient de 3% avant l'expérience. Il est passé à 30% 15 mois plus tard et à 66% presque 3 ans après. Les corbeaux non attaqués ont donc appris à reconnaître le masque synonyme de danger, soit parce qu'ils ont été témoins directs du piégeage, soit par apprentissage social en observant la réaction des autres corbeaux face aux porteurs du masque et en les joignant. Les corbeaux sont donc, en plus d'être physionomistes et rancuniers, de sacrés commères. Mais les corbeaux ne sont pas foncièrement méchants, quand bien même un groupe de corbeaux est appelé un meurtre. Pour ne pas devenir le personnage principal d'un remake des oiseaux de Hitchcock, il suffit d'éviter de se prendre le bec avec eux. Et d'ailleurs, pour quelques graines, les corbeaux peuvent même devenir de précieux alliés. Une entreprise suédoise a d'ailleurs décidé de tirer profit de ce fait et a mis en place un projet expérimental de nettoyage des rues à l'aide de corbeaux. Ils ont entraîné des corbeaux sauvages à ramasser des mégots de cigarettes et à déposer dans une poubelle spéciale qui leur délivre quelques graines à chaque dépôt. Et comme ils apprennent les uns des autres, il suffit d'en entraîner quelques-uns, les autres suivront. Le concept est plutôt intéressant, même si je trouve l'idée d'asservir les animaux à assumer les conséquences de la bêtise humaine un peu limite. Mais bref. En tout cas, je ne sais pas vous, mais depuis que j'ai appris tout ça, je ne vois plus les corbeaux comme avant. Par exemple, j'essaie d'imaginer la vie de harcèlement par croissement qu'a dû subir le renard de la fable de La Fontaine après avoir volé le fromage du corbeau. Et je dois avouer que maintenant, quand je vois un corbeau, je fais tout pour ne pas le brusquer, de peur d'être victime de la vengeance de ceux que j'appelle maintenant les comtes de Monte-Corbeau. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on passe aux actualités. Et donc, on démarre très vite avec une première actualité de la Fondation, qui est un nouveau projet dont on aimerait vous parler. Il s'agit du Acclimacathon. Alors, qu'est-ce que c'est que le Acclimacathon ? Il s'agit d'un événement que la Fondation EVRTA donc organisera en mars 2026, pendant lequel plusieurs équipes de personnes au profil très varié, étudiants, chercheurs, mais également tout le public qui le désire, pourront travailler sur des défis qui auront été sélectionnés au préalable. Et si nous vous en parlons dès aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin de vous pour contribuer à ce Acclimacathon et en particulier à ces défis en proposant vos idées. Donc rendez-vous sur le site de la Fondation EVRTA pour découvrir plus en détail le projet et partager vos défis. Vous avez jusque mi-novembre. Ensuite, dans la suite des actualités de la Fondation, ce mois-ci, nous vous proposons non pas une, mais 2 conférences. Donc la première, ce sera le 12 novembre, le mercredi, à la médiathèque Latour-Maubourg, pour parler de conscience avec le docteur Alice Guyon. Et nous vous donnons également rendez-vous le lendemain, le 13 novembre, à 19h, au stade Georges Pompidou, pour une conférence co-organisée avec le Club alpin français de Valence. Nous y parlerons des conséquences du changement climatique sur nos activités en montagne, avec le docteur Jacques Mouret. Donc infos et inscriptions à retrouver sur le site de la Fondation également. Et enfin, dernière actualité, et non des moindres bien sûr, on est ravis de vous annoncer que le programme du 2e semestre de l'école de la Fondation est en ligne. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site pour découvrir les rencontres avec les chercheurs que nous vous proposons pour ce second semestre et vous y inscrire. Attention, ce sont des sessions avec 10 places seulement et en présentiel uniquement, on le rappelle, donc ne tardez pas à vous inscrire car les places partent vite. Merci Pauline. Eh bien, vous étiez avec nous sur la parenthèse scientifique. On a été très heureux de passer cette heure avec vous et également avec Marie-Ange Scalekens, qui est docteur en droit, chercheuse associée et qui nous a parlé du coût environnemental de la guerre. Cette parenthèse scientifique conflit armé, quels coûts environnementaux est maintenant terminée. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au mois de novembre, au revoir. Oh, regardez. C'est pas la Fondation EVRTA ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.